Merci beaucoup de votre invitation. Ce que je disais hors micro, mais on peut le dire sur le micro, c'est-à-dire effectivement, après avoir entendu des experts, maintenant on va juste être sur la surface, on ne va pas rentrer en profondeur et autres, avec effectivement les gens de l'entreprise. Non, plus sérieusement, juste pour attaquer sur le sujet spécifiquement de la fiscalité, si on débarque sur celui-là, c'est un sujet en fait qui est assez intéressant. Moi, ça fait maintenant 10 ans que j'ai rejoint Google et une de mes premières missions en fait dans l'entreprise, ça a été d'être le représentant de Google dans le cadre des discussions BEPS à l'OCDE. Donc ces fameuses discussions qui a donné naissance à l'accord qu'on connaît aujourd'hui et que Vincent Vicard représentait juste avant. Et effectivement, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était une des rares entreprises du numérique à être présente. Il y en avait une autre qui s'appelait Microsoft. Et c'est vrai que ça avait assez détonné déjà à l'époque d'avoir une entreprise du numérique et qui prenait la parole dans ces discussions-là pour dire on est au soutien d'une réforme internationale de la fiscalité. Et en fait, l'une des raisons, c'est qu'on avait anticipé et on voyait commencer à poindre son nez ce qui est aujourd'hui une réalité, qui était la multiplication d'un certain nombre de mesures fiscales au plan national, visant spécifiquement un certain nombre d'entreprises, principalement américaines, et qu'on a appelées les taxes numériques, taxes GAFA, taxes Google dans certains pays. Et on les anticipait déjà à l'époque parce qu'on sentait bien que côté gouvernement, il y avait une vraie pression politique, une vraie pression sociale sur la question de la fiscalité des multinationales. Ce n'est pas tellement que c'était un sujet lié aux entreprises du numérique, mais c'était quelque chose qui, progressivement, en fait, était mis en exergue par le numérique et en particulier par la dématérialisation en fait, des produits et services proposés par les acteurs du numérique. On n'était plus du tout dans le cas, par exemple, de multinationales qui avaient effectivement des activités sur un territoire, mais qui utilisaient un certain nombre de schémas fiscaux pour optimiser l'impôt d'un tel territoire en passant, par exemple, on en a parlé effectivement par les Pays-Bas et autres, mais on était véritablement là sur des services qui n'avaient même plus une présence physique et sur lequel, en fait, le côté impalpable était beaucoup plus prégnant. Et donc, en France, la France a été, comme beaucoup, sur ces questions de fiscalité. Après avoir inventé la TVA, la France a aussi effectivement été un peu précurseur en fait sur ces questions de fiscalité dédiée au numérique, puisque les premières tentatives en fait en France au niveau national de faire passer une taxe sur le numérique datent de 2007. C'est-à-dire que depuis 2007 en France, régulièrement, quasiment tous les 6 mois, il y avait une volonté au niveau du Parlement d'essayer de capturer ces profits, ces revenus générés par les acteurs du numérique et qui progressivement a donné naissance à la mesure fiscale qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'était en fait vraiment notre postulat d'origine, c'était de dire, dès 2012, on est soutien d'une réforme fiscale internationale, et surtout parce que les débats vis-à-vis d'une entreprise, c'était souvent vous ne payez pas suffisamment d'impôts. Le problème, c'est que l'impôt, il n'est pas décidé arbitrairement par une entreprise, il est décidé sur la base d'un certain nombre de cadres juridiques, une convention internationale, des conventions bilatérales, des cadres juridiques locaux, etc. Et effectivement, à un moment, on était dans une logique de se dire, quelle est la bonne manière finalement d'appliquer la règle fiscale dès lors que cette règle fiscale est établie au niveau international et que la problématique, c'est peut-être déjà de faire changer, de faire évoluer la règle, et donc de plutôt aller à la source plutôt qu'aller essayer de comprendre, de corriger la manière dont elles peuvent être utilisées par différents États et de facto par les entreprises qui répondent aux incitations offertes par les États. Donc ça, c'est parti un peu de cette logique-là, de se dire il faut travailler dessus, il faut anticiper et essayer de voir comment on peut avancer. Le premier élément qu'on a vu apparaître en fait dans la discussion, et qui a été vraiment au cœur en fait, d'une partie de la discussion et des éléments de blocage aussi au cours des années, c'était celui du périmètre. Est-ce que c'est une réforme de la fiscalité internationale qu'il fallait adopter ou est-ce que c'était une fiscalité liée aux entreprises du numérique? Ça a été en fait, je pense, le premier gros morceau de difficulté entre deux blocs d'État. Certains étant plutôt en faveur d'une fiscalité dédiée aux entreprises du numérique, un autre deuxième bloc étant plutôt favorable à une fiscalité, à une refonte de la fiscalité de toutes les multinationales, peu importe en fait qu'elles soient du numérique ou du non numérique. Il y avait des tenants et des aboutissants dans les deux éléments. Le premier, fiscalité numérique, a énormément de spécificités et notamment ce côté complètement dématérialisé qui rendait obsolète en fait les critères de l'établissement
permanent qui était fixé par les conventions internationales et multilatérales côté OCDE. Et de l'autre, j'allais dire, c'est de dire qu'aujourd'hui, toute l'économie se dématérialise. Donc, à un moment, une entreprise du numérique, ça sera plus ou moins n'importe quelle entreprise. Ensuite, le premier, donc ça a été un des premiers éléments de débat. Le deuxième élément de débat, c'était de dire, est-ce qu'on change en fait j'allais dire, d'une certaine manière, cette culture qu'on avait de la fiscalité, et la fiscalité pendant très longtemps, c'était de dire, et c'est aujourd'hui encore le cas jusqu'à ce que l'accord soit mis en œuvre, c'est dire qu'on taxe les profits d'une entreprise là où la valeur est créée. Et la valeur, bien évidemment, dans ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle les intangibles, donc c'est la propriété intellectuelle, là où est créé par exemple le logiciel, là où sont localisés les ingénieurs. Et donc à partir de ce moment-là, c'est dire est-ce qu'on change de braquet et de dire que la valeur d'une entreprise, elle n'est plus, et les profits associés à cette valeur d'entreprise ne sont plus taxés au lieu de création de la valeur. Et donc derrière, on peut se poser la question de la remise en cause d'un certain nombre de dispositifs incitatifs pour faire venir par exemple des cerveaux de type crédit impôt-recherche et autres, versus l'autre approche qui est de dire on met en place une fiscalité sur le lieu de consommation. Et là, c'était assez intéressant parce qu'on a vu dans certaines des discussions, alors c'est pas pour casser le secret des discussions internationales, on va dire il y a prescription depuis, mais c'était intéressant de voir des alliances de pays qu'on n'imaginait pas à ce moment-là. De voir des pays en faveur d'une taxation de la consommation, notamment les pays européens, et au fur et à mesure du tour de table, de voir la Chine prendre la parole en disant c'est une très bonne idée. Et d'expliquer qu'ils seraient totalement ravis de pouvoir effectivement taxer sur le territoire chinois les profits réalisés par des grandes entreprises comme LVMH. Et d'éteindre le micro et de jeter un froid, effectivement, une tension un peu dans la salle. Donc il y avait effectivement des vrais débats de fond qui dépassaient la question numérique ou qui avaient pour effet de remettre le focus sur le numérique, de dire oula, il y a beaucoup d'entreprises qui potentiellement peuvent être affectées, donc restreignons le champ au numérique. Et donc en permanence, vous avez eu ce jeu d'accordéon entre numérique, pas numérique, en gros, lieu de création de la propriété intellectuelle des intangibles versus le lieu de consommation. Dans tous les cas, effectivement, nous, on a essayé par tous les moyens de faire avancer ce débat-là. Il y a eu des coups d'accélération, il y a eu des coups d'arrêt liés effectivement à des changements politiques, liés aussi au Covid. On va dire que les premiers mois de Covid ont vraiment mis à l'arrêt là où la dynamique était repartie côté OCDE. On a maintenant l'accord. Je ne reviendrai pas sur l'accord parce que Vincent l'a bien décrit, mais effectivement, on a les deux piliers. Le pilier sur la répartition des profits, le second pilier sur le taux minimal d'imposition. Le premier pilier, il est destiné à répondre à cette problématique de dire finalement qu'il y a un peu l'entre-deux entre taxation côté consommation, taxation côté, on va dire, intangible. Et en fait, c'est un peu l'entre-deux qui a été établi pour satisfaire tout le monde dans un premier temps. Et le deuxième temps, effectivement, le minimum d'imposition qui, pour pas mal d'entreprises américaines, va pas forcément avoir des effets importants. Pour donner un peu un élément, par exemple, pour nous aujourd'hui, notre taux effectif d'imposition, si on regarde un peu sur les 10 dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu des réformes qui fait qu'il y a eu certaines sommes qui étaient justement stockées en dehors des États-Unis, qui ont fait l'objet d'une taxation rétroactive, etc. Mais si on regarde un peu sur les 10 dernières années, aujourd'hui, notre taux d'imposition moyen, il est à peu près de 20% par an. Donc effectivement, on rentre à peu près dans les objectifs prévus par l'OCDE. Donc là-dessus, et en plus, effectivement, la réforme fiscale de l'administration Trump fait qu'il y a déjà ce mécanisme en fait, de taux minimal d'imposition qui s'applique aux entreprises américaines. Donc la mécanique existe déjà. Ça va surtout impacter effectivement potentiellement les entreprises en dehors du champ américain. Donc nous, on se retrouve dans ces deux piliers-là. Et surtout, on se retrouve dans cette logique de se dire on sort de mécanismes unilatéraux. On sort de mécanismes qui potentiellement peuvent avoir des effets discriminatoires. Ça a été un des gros enjeux entre la France et les États-Unis avec, comme on dit en bon anglais, une escalation assez forte de la discussion, puisqu'en fait, on est pour la première fois a été activé vis-à-vis de la France une mesure qui était cette section 301, qui est quand même une mesure assez importante de réaction de la part des États-Unis. Et en fait, alors que la France, historiquement, est le premier partenaire des États-Unis. Donc, c'est monté véritablement dans les tours. Là, c'est redescendu parce que l'accord a été trouvé avec cet engagement pris par
les différents signataires, dont la France, de moratoire, de suspension, de suppression, ce qui n'est pas clair aujourd'hui parce qu'on attend de voir effectivement comment ça serait mis en œuvre, sans doute pas cette année, mais sans doute l'année prochaine, vis-à-vis de la taxe française. Mais c'est vrai que le premier enjeu pour nous, c'était ces taxes unilatérales, potentiellement discriminatoires, présentées notamment bien souvent en France comme étant une taxe GAFA, et dans les faits qui aujourd'hui ne visent pas que les GAFA, qui visent aussi les entreprises françaises et les entreprises européennes, mais qui effectivement, du fait de la communication, a mis l'accent sur on va taxer de manière spécifique et quasiment discriminatoire un lot d'entreprises non nationales. Donc c'est ça qui a un peu créé aussi, j'allais dire, cette escalation. Donc nous, c'était le premier élément, c'est éviter la multiplication de réponses unilatérales à un enjeu qui est un enjeu international. De plutôt rebasculer sur le multilatéralisme en la matière. Et donc effectivement, l'aspect en gros OCDE clairement répondait à ça. Créer aussi de la certitude juridique, parce que bien évidemment, voir apparaître à tout moment une mesure fiscale nationale, ça déstabilise quand même des activités de toutes les entreprises et autres. On a pu le voir que quelquefois ça peut être 3%, quelquefois ça peut être 5%, quelquefois ça peut être, je crois que de tête il y avait même des taxes à 10-12%, non pas des profits mais du chiffre d'affaires. Donc pas mal d'éléments qui vraiment en fait posaient question et qui effectivement maintenant on a une réponse sur la table et c'est quelque chose qui est assez fort. Et pour revenir aussi à ce que disait Elvire Fabrice sur beaucoup aimé parce que vous avez utilisé un mot qui est revenu très très souvent dans vos propos, c'est dialogue. Et c'est quelque chose en fait quand on parle du partenariat entre en fait transatlantique, que ce soit entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, le partenariat ça commence d'abord par le dialogue. Et en fait on s'est rendu compte que sur ce débat-là, il y avait un vrai enjeu de dialogue. Et il y avait un vrai enjeu de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente. Et comme il n'y avait pas ce dialogue qui était structuré, il n'y avait pas ce dialogue qui était présent, très vite c'est monté effectivement dans les tours et ça a créé la situation qu'on connaît d'opposition assez frontale avec entre la France principalement et les États-Unis et l'Europe, puisqu'à un moment la France a embarqué l'Europe aussi dans ces discussions-là. Et c'est vrai que nous, en la matière, on est aujourd'hui dans une logique de se dire il y a un besoin en fait de renouer ce dialogue-là. Il y a un besoin en fait de relancer un certain nombre de discussions et le numérique est finalement la frange, l'élément qui aujourd'hui est transverse en fait à tous les secteurs d'activité, tous les secteurs économiques. Si on veut travailler, avoir un dialogue, je ne sais pas, sur le climat, le numérique peut être un outil. Sur la démocratie, le numérique peut être un outil. Et bien évidemment, l'économie, aujourd'hui, le numérique est un élément essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de discours en fait sur les thèmes de la souveraineté, sur les thèmes du protectionnisme, etc. Et en fait, on a un peu l'impression dans ces discussions-là qu'on a une sorte de dépendance, on va dire unilatérale, que en gros la France ou les États-Unis, la France ou l'Union européenne serait dépendante des États-Unis. En fait, on oublie qu'aujourd'hui les deux sont deux gros partenaires commerciaux, que de tête, mais sont bons, la balance commerciale européenne vis-à-vis des États-Unis est plutôt positive. Donc on n'est pas forcément dans une logique en gros d'avoir j'allais dire les acteurs américains qui viendraient occuper l'espace européen. Et que de la même manière, il y a des effets vertueux entre les deux blocs avec création d'emplois, création d'économies et même, j'allais dire, sur le plan purement technologique, on oublie beaucoup qu'une grande partie des logiciels utilisés dans les Boeing sont produits par Dassault et on oublie beaucoup aussi qu'aujourd'hui, quasiment toutes les boîtes américaines utilisent comme logiciel de gestion financière SAP. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une vraie interdépendance qui commence à se créer, dont on ne parle pas assez, c'est-à-dire qu'en permanence on essaie d'affronter deux blocs alors qu'il y a une vraie interdépendance et que le numérique va renforcer cette interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, si je vais re-rentrer dans la logique purement Google, mais si on prend l'exemple de Google, aujourd'hui, si vous prenez YouTube, vous avez plein de ce qu'on appelle des créateurs chez nous, des gens qui vont produire du contenu, qui vont le mettre sur la plateforme. Aujourd'hui, plus de 50% des vues réalisées sur YouTube se font en dehors de France et en dehors d'Europe, vis-à-vis du contenu français.
Et donc il y a toute cette interdépendance qui est que le numérique va permettre aussi à un certain nombre d'acteurs économiques français et européens de faire une activité économique, et inversement qui va permettre aussi à des acteurs américains d'avoir une activité économique sur le territoire européen. Et donc pour finir de mon côté, là où je suis, et on est assez convaincus, c'est qu'il y avait besoin d'une instance de dialogue, de renouer un dialogue, de structurer un dialogue, et notamment parce que de ce dialogue-là va pouvoir permettre de bâtir un certain nombre de standards, de règles, d'éléments communs sur un certain nombre de sujets. Elvire en parlait, le fameux TTC, le Conseil transatlantique de commerce transatlantique, j'essaie de le faire en français, mais bon, c'est toujours l'acronyme anglais qui me revient, qui s'est réuni pour la première fois à Pittsburgh, qui commence... il y a eu beaucoup de suspense sur sa réunion à Pittsburgh, mais finalement qui a eu lieu, qui en fait doit permettre de créer cette instance de discussion, de dialogue autour du numérique pour essayer aussi d'avoir un rapprochement. Et effectivement, on a vu partir l'Europe sur un certain nombre de régulations, que ce soit sur les questions de vie privée avec le RGPD, que ce soit sur les questions aujourd'hui de régulation des grands acteurs du numérique avec les 2 textes qui sont en cours, DSA et DMA, qui devraient aboutir dans les prochains mois. Mais on voit aussi les mêmes sujets apparaître aux États-Unis, c'est-à-dire que les questions de vie privée, il y a des discussions aujourd'hui d'en faire une loi fédérale, il y a des lois au niveau californien qui sont en train de voir le jour. Sur les questions de concurrence, il y a énormément de discussions sur le plan législatif ou sur le plan régulatoire. Sur les questions de responsabilité vis-à-vis des contenus, pareil, énormément de discussions. Donc il y a aujourd'hui un champ de perspective qui est très ouvert, qui permet finalement de rapprocher les deux univers, et donc à partir de là de créer en fait un socle commun. Donc c'est pour ça, la note sur laquelle je vais finir, c'est que le sujet fiscal était un très bon exemple où l'absence de dialogue a fait éclater beaucoup de choses et a crispé énormément de tensions, et que sans doute cette instance de dialogue telle qu'on est en train de le développer avec le TCC va permettre en fait de renforcer un dialogue et de peut-être de rebâtir une nouvelle version de la relation commerciale, de la relation entre la France, l'Europe d'un côté et les États-Unis.